tranquille. Hein. Ouais, j'ai soif. Oh, dernièrement. Bonjour et bienvenue dans Backcast, votre émission sur la Japanimation. Première émission de l'année, donc j'ai envie de vous dire bonne année à tous. Bonne année Romain. Bonne année, bonne santé. À Fabien et à Cédric qui nous fait la grâce de revenir. Tu n'étais pas là, tu nous as manqué le mois dernier. Oui, il m'avait totalement oublié. Hein? Tu m'avais totalement oublié. Je t'ai dit bonne année Romain en premier. Oui, mais la dernière fois, tu m'avais totalement oublié. C'est pas grave. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. Effectivement. C'est du chipotage. Donc au programme cette semaine. Alors au programme, donc on va partir sur les news bien sûr. On va faire une spéciale Ghibli à l'occasion du dernier film du studio Mythique qui va sortir là, le 10 janvier, Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs. Et enfin, on va se balader du côté du Manga Café donc avec Ben qui lui aussi nous réserve une chronique spéciale puisqu'il va nous faire son top 5 de l'année 2010. Donc vous l'aurez compris, c'est un programme assez chargé, donc c'est tout de suite et c'est dans Backcast. On passe aux news et la première c'est la chaîne Manga qui diffuse deux grosses séries. Donc la première c'est Senseiya Lost Canvas, donc elle est diffusée depuis cette fois le 22 décembre et tous les mercredis à 19h30. Attends, c'est quoi? C'est une suite des Chevaliers du Zodiaque, c'est ça? Alors non, en fait Parce que le nom... c'est plus, on va dire, pas une préquelle, mais c'est ce qui s'était passé 200 ans auparavant. Mais les gens, ça intéresse les gens? Oui, ça intéresse les gens. Parce que c'est pas les mêmes persos? C'est pas les mêmes persos, mais ils reprennent les mêmes mythologies, les mêmes constellations, les mêmes chevaliers, donc dans tous les cas, les gens ils s'y retrouvent. C'est adapté d'un manga à la base? C'est adapté d'un manga du créateur de Senseiya, Masami Kurumada. Ok. Et aussi, donc, à la mi-janvier, ils vont diffuser la série Angel Earth. Donc c'est une sorte de suite alternative à City Hunter, donc Nicky Larson. Donc guettez bien. Et comme ces deux grosses séries, que là on en fait des news, et ben, je pense qu'on va les critiquer quand même dans la prochaine émission de janvier. Hein? Alors là, tu exagères, mon petit Rio. Alors qu'on a passé toute la nuit ensemble, comment oses-tu draguer une autre fille devant moi? Je te l'ai déjà dit, je suis l'étalon de Shinjuku. Ma devise, c'est jamais plus d'un coup par cible. Tu comprends? Mais il faut dire que ma femme est assez susceptible. Alors là, tu te moques de nous. Alors une news bien cool aussi, c'est l'acquisition des droits de Kazé pour le film King of Thorn. Donc c'est le gros film de l'année 2010 du studio Sunrise qui avait fait justement City Hunter. Donc moi j'attends de le voir, il a été diffusé aux Utopiales de Nantes il n'y a pas longtemps, donc en décembre. Et donc vraiment, j'ai eu les boules de ne pas aller le voir quand même, je l'avoue. Et donc j'ai bien hâte, j'espère qu'on va nous faire une belle édition, voire une sortie cinéma. C'est quoi précisément? C'est un film de quoi? De SF? C'est un film de par SF. quelqu'un de connu? Qu'est-ce que c'est? Non, Je sais pas de quoi du tout de ce que c'est. C'est pas un grand réalisateur qui a fait ça, c'est pas très connu. Mais par contre, c'est un très très gros budget du studio. Et c'est très bien quand le studio Sunrise sort des films. Généralement, c'est beaucoup des films adaptés des séries ou des choses comme ça, comme le studio Bones. Mais là, c'est une œuvre assez originale, donc qui n'a jamais été fait en série avant. Est-ce que Kazé va le sortir tu sais si ça va sortir en DVD ou au ciné? J'allais en venir. J'espère qu'ils vont faire une belle édition DVD, mais avant cela, une grosse édition ciné. Enfin, une sortie ciné, tu veux dire? Une édition ciné. Mais ça m'étonnerait parce que c'est pas super connu, tu vois, c'est pas une grosse franchise. Bah non, c'est ça, oui. Voilà. C'est un film tout simple. Et puis Kazé s'est un petit peu planté à chaque fois avec les sorties de Ken. Les 20th Century Boys et, voilà. le Ken. Mais j'espère que ça les a pas démotivés pour autant. En troisième news, je vais vous parler de Devazan. Ça vous dit rien du tout? C'est normal, en fait, c'est une œuvre créée par Yoshitaka Amano. Ça vous dit quelque chose quand même? Non? Bon, en fait, c'est le créateur, enfin, même le designer des premiers Final Fantasy ou même de Vampire Hunter D. Donc, c'est pas un petit bonhomme. Il a même une grosse réputation en termes d'illustration graphique. Et je vois le fan de Final Fantasy qui se marre là-bas. Non, ça va? Je dis pas de bêtises.
Et donc c'est quoi? C'est une série? Quelque chose? Et en fait, c'est un long métrage en 3D. Encore? Donc on a un En teaser. 3D, 3D, 3D. On a un teaser qui est tombé sur Internet. C'est une mauvaise qualité, mais je vous incite quand même à 3D relief Allez ou voir. 3D 3D non pas relief, non mais image de synthèse. D'accord. Et Et, c'est bien parce c'est, que généralement des fois les mecs les japonais ils font pas des je trucs- m'attendais c'est au pas pire, Pixar. mais finalement on retrouve la patte de Amano. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est juste un petit teaser, ça doit durer 1 minute. C'est annoncé pour quand? C'est annoncé Non, pour 2000, longtemps. non, 2011. 2011. Mon Dieu. Et surtout, c'est lui qui réalise. Oui. Donc Alors ça, que c'est ça pas mal. fait et ouais, ça fait longtemps qu'il a pas fait. Non, je crois qu'il a même. Il a jamais À réalisé. ma connaissance, il a jamais réalisé. C'est surtout créateur d'œuvres ou alors Oui, c'est un design. Ouais. Cara Design Mm. ou alors designer tout simplement. D'accord. Et donc, on passe à la dernière news, celle qui est en rapport thématique avec l'émission. Je vais vous parler donc du studio Ghibli. Donc, vous saviez que c'était Isao Takahata, donc l'un des pionniers du studio Ghibli, qui devait faire le prochain film. Et finalement, il y a une news qui est tombée en décembre. Et le nouveau film qui va sortir l'été prochain est réalisé par Goro Miyazaki. C'est une bonne nouvelle, non? Miyazaki, c'est le réalisateur. Non, le fils. De- Le fils. Il a un fils? Celui qui avait fait Les Contes de Terre-Mère, là. Tu te rappelles? Non. Non. On va en venir alors justement. D'accord. Je vais t'expliquer tout ça. En gros, c'est pas une bonne nouvelle. Ça dépend. On va en revenir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'adaptation d'un manga des années 80 et c'est un shoujo. Je vais te dire le nom en le lisant. Kokoriko Sakakara Shoujo. Donc, moi je dis un shoujo au studio Ghibli, c'est sympa, une bonne adaptation. J'attends de voir. 1968年名作「太陽の王子ホルスの大冒険」を世に送り出して以来高畑勲宮崎駿のコンビは数々のアニメーション作品を生み出し多くの人々に夢と希望を与えてきました中でも84年に公開された「風の谷のナウシカ」と86年の「天空の城ラピュタ」はアニメーション界に大きな衝撃を与え Alors avant de vous parler du dernier film Arrietty, je trouvais ça bien de traiter du sujet des réalisateurs. Comme là c'est un nouveau réalisateur, il s'avère que finalement dans ce studio il n'y a pas eu que Miyazaki et Takahata qui ont œuvré, mais 5 autres réalisateurs et il fallait en parler parce qu'il y a des œuvres qui ne sont pas même arrivées en France. Donc alors, le studio est écrit dans les années 80, en 86 pour être plus précis, donc pour les deux réalisateurs, Isao Takahata et Miyazaki. Ouais. Takahata avait fait déjà plusieurs longs métrages comme Horus le Prince du Soleil, il avait fait aussi Qui est la petite peste ou même Goshu violoncelliste ainsi que la série Heidi. Et Miyazaki, quant à lui, avait fait les séries comme Conan ou Sherlock Holmes et aussi le troisième film de Lupin III, Le Château de Cagliostro. Ils avaient pas fait aussi Panda Panda, le truc qui est sorti l'année dernière? Exactement, qu'ils avaient fait ensemble, ouais. Puis là, on D'accord. attend C'était des l'édition courts-métrages DVD. sur un panda. Effectivement, ils avaient fait ça aussi. Et donc, le studio a été créé pour eux. Et ça a été créé juste après Nausicaa. Parce que Miyazaki, il a réalisé Nausicaa avec le staff déjà de Ghibli. Tu vois ce que Donc je veux déjà, dire première chose qu'on apprend, c'est que donc Nausicaa n'est pas un film de Ghibli. Voilà, mais en fait, il a quand Pas même, du tout. comme c'est la même équipe, il a quand même été intégré pleinement ok. à Ghibli. Mais le premier film réel de Ghibli reste Le Château dans le ciel. Ok? La putain. Là, putain. La putain. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de tous les réalisateurs. Je ne vais pas non plus vous en parler pendant des heures, mais pour les situer, pour vous dire les œuvres qu'ils ont fait. Alors déjà, on va parler bien sûr des deux gros monstres, Miyazaki, Hayao, en premier. Donc c'est bien sûr le plus connu. Alors il a fait bien sûr Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Mononoke, Le Château ambulant, ou même le dernier, Ponyo, sur la falaise. Sur la falaise. Mhm. J'adore les titres français. Oui. Donc c'est vraiment un réalisateur qui flirte toujours avec l'imaginaire, tu vois, toujours l'idée du merveilleux, de croiser tous les thèmes, qu'ils soient occidentaux ou asiatiques. Donc vraiment d'essayer de rendre des œuvres vraiment très accessibles au large public, sans pour autant oublier des belles références, donc que ce soit japonaise ou occidentale, comme j'ai dit. C'est assez pointu, je pense que tout le monde vraiment s'y retrouve dans ces films. Il y a beaucoup de références à la culture européenne ou anglaise, quoi. Oui, oui. Non, c'est pas ça? J'ai l'impression qu'on n'a pas Énormément. vraiment l'impression d'être au Japon tout le temps. Par Non. Mononoke, peut-être.
Ouais, Mononoke est assez ancré niveau culture japonaise. Mais c'est vrai, quand tu regardes Kiki la petite sorcière, par exemple, c'est une ville très occidentale, une grande ville merveilleuse. On sent que c'est un hymne un peu à la France, à ces pays-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il a voyagé en France, c'est ça? Je crois qu'il a dit Je crois qu'ils ont voyagé en France. Takahata, lui, avait fait un voyage en France avant Alors, de créer Ghibli, je D'ailleurs, crois. il faut que tu saches que Takahata et lui, donc, sont énormément inspirés des œuvres françaises animées pour créer leurs œuvres. Comme. Alors, comme par exemple Le Roi et l'Oiseau, car bon, ils l'ont vraiment dépioté, ils ont vraiment analysé tout le découpage pour créer leur film. Et par exemple, Nausicaa, il s'est énormément inspiré de l'œuvre de Mébius. Tu vois, donc tu vois dans le design des décors et tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment un réalisateur inspiré qui aime croiser les thèmes et qui a vraiment un leitmotiv, c'est ce qui va être le leitmotiv de tout le studio, c'est l'écologie. Hein, il y aura toujours une part un petit peu écologiste et voire féministe, parce que la femme a quand même énormément de grands rôles charismatiques dans ses films. Allez, on passe maintenant au deuxième gros réalisateur, Isao Takahata. Alors lui, bon, c'est l'aîné de Miyazaki, mais il est aussi le moins connu. Alors il a fait des films comme Pompoko, donc Mes voisins les Yamada, ou alors même Omoide Polo Polo, donc c'est Souvenirs goutte à goutte en français. Alors s'il est moins connu, c'est parce qu'il est plus social. Vraiment plus social, c'est des œuvres un petit peu plus difficiles d'accès. D'ailleurs, quand Miyazaki fait entre Totoro et Kiki et Petite Sorcière, donc deux œuvres assez fraîches finalement, lui il te balance Le Tombeau des Lucioles. Bam. Et Oui, ça te c'est- fait pleurer, c'est juste insupportable. C'est un très C'est très plus beau historique, non, ce qu'il fait? film. C'est plus en rapport avec. C'est plus en rapport avec la culture même Ouais, japonaise. d'accord. Le quotidien ou effectivement le côté historique. C'est vrai que c'est le seul qui peut faire des films qui se terminent mal ou pas très Ouais, bien, quoi. voilà, c'est ça. Mais en fait, il a vraiment un avis pessimiste sur les choses, mais il essaie quand même de faire développer des personnages optimistes, des personnages hauts en couleur, tu vois, dans un univers vraiment assez dur. Dans Quoi. Tombeau des Lucioles, ils sont pas très Tombeau optimistes. des hein. Lucioles, en fait, là, il allait vraiment dans du trop réaliste. Tombeau des Lucioles, c'est peut-être le seul film qui me fait chialer. Non, il est très dur, le Tombeau des Lucioles, vraiment. Il part sur un délire un petit peu plus réaliste. Il s'axe énormément sur la culture donc, du pays, que ce soit les valeurs traditionnelles, pareil, l'écologie aussi, ou alors les valeurs qui se perdent. Il est plus dans les valeurs qui se perdent plutôt que les valeurs qui s'optimisent dans le pays, tu vois. Enfin, Attends, c'est ça. est-ce qu'en gros ça veut dire que Takahata est plus de droite et c'est qui plus de gauche? Est-ce que Non, c'est ça non, en pas fait? du tout. Je pense qu'ils ont globalement vraiment deux styles totalement différents. Mais ils se complètent. Hein. Oui. Je pense qu'ils se complètent. Ils ont chacun. Enfin, Miyazaki il aura tout le temps un peu son propre cara design. Takahata, lui, il va pas être arrêté là-dessus. Il va tout le temps avoir un design différent. Il va faire tout le temps il a des œuvres vraiment beaucoup plus hétéroclites, tu vois. Et bon, moi, j'aime beaucoup Takahata, j'aime beaucoup. Mais c'est déprimant de voir comment on a l'impression qu'il a loupé quelque chose. Je sais pas si tu te rappelles. Alors, en fait, il y a un documentaire qui s'appelle Ghibli ou le mystère Miyazaki, qui était un documentaire français réalisé par Yves Montmayer. Yves Montmayer, un très bon documentaire, hein, qu'on avait interviewé Oui. en début d'année pour, 2010. Et, Disponible sur le site Cinéfeuille dans la partie Orient Express. exactement, dans notre ancienne émission sur le cinéma asiatique. Et donc, en fait, dans ce documentaire-là, Takahata montre un petit peu un regret de ne pas avoir été aussi fort que Miyazaki. Donc, finalement, même s'il est de l'ancienne génération, qu'il a commencé avant et qui a quand même une notoriété, hein, c'est Takahata, quoi. Et ben, on sent qu'il n'est pas du tout. C'est un peu l'élève qui a surpassé le maître. Ouais. C'est ça quoi. Ils n'avaient pas vraiment ce rapport. Mais est-ce qu'il il travaille encore? Est-ce qu'il est à Ghibli? Parce que j'avais cru qu'il avait pris sa retraite ou je sais pas Il a quoi. totalement pris sa retraite jusqu'à il y a à peine 6 mois où il a annoncé qu'il allait faire un autre film. Par Ghibli. Oui, oui, Ghibli, bien sûr. Donc, pas de souci. Hein. Moi, Takahata, D'accord. je l'attends, j'adore, vraiment. Donc voilà, passer les deux gros monstres, on va arriver à ceux que vous ne connaissez peut-être probablement pas. C'est-à-dire déjà le premier, Tomomi Mochizuki. Donc alors, lui, il arrive en 93 au studio Ghibli et il leur propose un film qui est en fait, Je peux entendre l'océan. Donc c'est un film qu'il va finalement réaliser donc, en 93 et ça va être en fait un budget un peu plus petit qu'un film normal, ça va être juste un téléfilm. Alors l'histoire c'est un adulte qui ressasse en fait une amourette de lycée qui l'a profondément marqué. Et là-dedans il va y avoir un
un triangle amoureux. Et donc c'est une œuvre assez légère, mais c'est un téléfilm plutôt correct. Alors il faut savoir que ce réalisateur, il ne s'est pas pointé comme ça et on lui a donné un projet du studio Ghibli à l'aveuglette. Non, c'est THE réalisateur des romances, de la romance. Il avait commencé dans les années 80 à réaliser des shoujo comme Crémy ou Cynthia et le rythme de la vie, ou même Amy Magique. Et après, il est parti vers du un petit peu plus sérieux comme Ranma 1,5 et surtout Max et compagnie. Ranma 1,5, c'est un peu plus sérieux. Oui, que Amy Magique. Ah oui, d'accord. Tout de même. Ok. Très bien. Donc il est arrivé à Ghibli, il a continué à faire des films après ou... Non, il n'a pas continué à faire des films, il a fait que ce film-là. D'accord. Oui. Après, il est reparti sur d'autres choses. Il a fait autre chose, C'est d'accord. juste un projet ponctuel qu'il aura D'accord. soumis. Mais on sent qu'il a mis une part de lui-même dans le studio avec ce petit film. Mais c'est sorti en France ou pas? Non, c'est pas sorti en France, j'ai pas ce souvenir, non. Et il n'y a même pas d'édition, ni VHS, ni DVD. Dommage. Surtout que bon, le car design était très beau, l'animation était très bien. Il n'y a pas énormément d'ambition dans ce film, mais finalement, ça reste un bon divertissement. Et je vous le conseille si vous pouvez vous le choper en import, par exemple. Voilà, donc Yoshifumi Kondo, alors lui, c'est un autre réalisateur qui arrive en 1995. Alors, lui, il va réaliser directement un gros projet du studio, c'est Si tu tends l'oreille. Après, je sais Oui. entendre l'océan. Non, Si voilà, tu je tends peux l'oreille. entendre l'océan, Si tu tends l'oreille, bon, c'est des Ok, œuvres, c'est sur le son quoi. c'est mélodieux. Et quand tu ordonnes un film, c'est un film sur le son quoi. Et après, Alors, l'autre non, mais effectivement, celui-là, oui, ça l'est. Ah, ok. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une fillette qui est férue de littérature et qui remarque que dans sa bibliothèque, quasiment tous les livres qu'elle a empruntés ont été empruntés par un même collégien qu'elle ne connaît pas. Elle va donc essayer de le rechercher et dans sa quête, elle va un petit peu se retrouver une sorte de passion qu'elle a, commune avec cet étudiant justement. Donc ça va être une redécouverte d'elle-même. C'est justement une grosse production de Ghibli. Et pourquoi? Parce que c'est un pilier vraiment du studio. Lui, il était là avant que le studio soit créé. Il était là par exemple sur la série Lupin the Third, quand Miyazaki Ah donc c'était travaillait. un ami, enfin c'était un technicien de l'équipe de Nausicaa, c'est ça? Voilà, exactement. Lui, il était là depuis le début, il a œuvré en tant que chara design, directeur d'animation, il était pas mal polyvalent, donc c'était limite logique qu'il ait droit à faire son film. Mais là, c'est un gros film. Et pourquoi? Parce qu'il était vu comme vraiment le successeur. C'est-à-dire Takahata et Miyazaki se faisant de plus en plus vieux, il fallait quand même prévoir la succession du studio. Et bien lui, il arrive, enfin, il était bien sûr prévu, et il y a toutes les ambitions sont sur lui, tu vois, du studio. Et quelle époque? Alors c'est en 95. Ah oui, ça il y a longtemps quand même. Ils étaient vieux il y a longtemps. Oui, mais tu sais, Non, mais- ils sont vieux depuis pas mal de Ouais, temps. je sais, surtout, mais d'accord. surtout Takahata. Ouais. Ils arrivent à faire des films, c'est des Ouais. surhommes. Bon. Et finalement, il s'avère que ce successeur qui a fait un très grand film, c'est un beau film, et peut-être que le pitch il est très classique, on va pas sur le merveilleux, des trucs fantastiques, mais c'est vraiment très beau, il y a beaucoup d'émotions, c'est bien animé, mais il meurt en 98. Mais c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Non, mais- vraiment. Et ça plombe Oui. tout le studio. D'ailleurs, il avait son dernier travail à lui, c'était directeur de l'animation sur Mononoke. Mononoke était tellement dingue, peut-être qu'il s'est arraché les cheveux là-dessus. Il est parti en déprime, j'en sais rien. Mais en tout cas, vraiment, il avait tout d'un grand, je pense. Parce que quand on voit ce film qui n'est pas sorti en France, C'est con pareil, que c'est pas sorti. pas Ça d'édition. n'a aucun sens. Hmm Parce que c'était même pas un téléfilm là, c'était un pur et succès. vrai film, un bon film. Ouais, Il n'est bizarre. pas sorti. Je sais pas pourquoi Buena Vista qui avait décidé de tout ressortir en France. Là, tu Sauf, sais, depuis- ouais. Et non, ils n'ont pas tout ressorti, puisqu'ils ont oublié d'ailleurs ces deux films. Et c'est dommage. D'accord. Et voilà. Et donc, Kondo étant décédé, Miyazaki qui reprend avec Mononoke, après il y a Du coup, il prend pas sa retraite quoi. Takahata, voilà, ils reprennent C'est pas ça. leur Ils retraite. voulaient prendre leur retraite Takahata après fait les dans les années Yamada. 95 en fait. Non, Bon, je c'est pense pas. intéressant. Non, il prévoyait, tu sais, de la Ils succession, prévoyaient de quoi. lui. Ouais, d'accord. Bien sûr. Donc là, ils ont plus de réalisateur, plus rien. Et il s'avère que finalement, ils veulent quand même faire un hommage à ce réalisateur, et c'est en 2002 qu'ils font le château, non pas le château, je me trompe, le royaume des chats. D'accord. Donc là, c'est de Hiroyuki Morita. Donc c'est un réalisateur, lui tourne partout dans les studios. Lui, c'est une pute. Non, Lui, il va là où l'on le demande. il fait un petit peu c'est- tous les boulots d'accord. en tant que storyboarder, animateur, réalisateur. Il est venu une fois ici, je crois. Il a rangé les DVD, non, tu c'est l'as ça? Non, c'est ça. Non, Non, mais- en fait, c'est un réalisateur, j'ai du mal à le suivre, voilà. Mais effectivement, il a fait après Innocence.
tu sais, de Mamoru Oshii. Il a été animateur là-dessus. D'accord. Mais c'est pour dire qu'il va vraiment dans tous les studios, production IG et compagnie. Alors sur le coup, il fait Le Royaume des Chats, qui est un très beau film. Alors lui, il se démarque aussi énormément de la patte, on va dire, Ghibli. On retrouve un petit peu le chara-design de La patte Miyazaki. des chats, la patte de Ghibli, Oui, bravo. C'est bon. incroyable. C'est sorti en France, ça, par contre. Ouais, ça c'est sorti en France en DVD. Donc D'accord. il est disponible. Alors moi, j'y foncé parce que c'est un petit film qui fait, je crois, 1h10 et qui est vraiment très beau. Très beau, l'animation est belle. Là, cette fois, on a des couleurs plutôt pastel. Donc ça change des couleurs très contrastées de Miyazaki ou même du film Si tu tends l'oreille de Kondo. Et d'ailleurs, quand je te disais que c'était un hommage, c'est parce que c'était adapté, c'était l'œuvre qui venait du même auteur, donc qui est Hiiragi Aoi. Et en fait, la liaison qu'il y a entre les deux films, donc Si tu tends l'oreille et Le Royaume des Chats, c'est justement le personnage principal du Royaume des Chats qui est le chat conte. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Et il s'avère que ce chat-là, c'était juste une statuette dans le film de Kondo. Voilà. D'accord. Et après, donc, il y avait tout un... Donc c'est un hommage parce que c'est le même univers, en gros. Voilà, et voilà. Mais on ne tout sait pas l'univers si, que- par exemple, l'autre réalisateur voulait le faire, peut-être. Peut-être que c'était prévu, quoi. Peut-être, hein. Mais là, Ouais, c'est parti d'accord. vraiment dans un optique d'hommage. En fait. Ok, d'accord. Et ensuite, du moins, il y a Goro Miyazaki qui arrive en 2007 avec Les Contes de Terre-Mère. Bien sûr, Hiroyuki Morita ne reprend pas la réalisation d'autres... Parce que lui, il est parti faire autre Il est chose. reparti, c'est en freelance. Et là, c'est le fils de Hayao Miyazaki Ok. qui se permet de faire un Tiens, est-ce que ça dit comme ça, on dirait le fils à papa, enfin, le fils non, à il n'y a pas papa, eu de piston. Tiens, j'ai envie de faire un film, et voilà. Et donc, Alors, oui. il s'avère qu'il reprend, il adapte donc une saga d'Heroic Fantasy qui s'étend sur plusieurs volumes. Donc, Les Contes de Terre-Mère, c'était une saga que Miyazaki voulait faire depuis très très longtemps, le père. D'accord. Et donc, c'est finalement le producteur principal du studio Suzuki, pas du studio Suzuki, du d'accord. studio Ghibli, donc Mr. Suzuki, qui a donné l'aval à Goro Miyazaki pour le faire. Donc, il y a eu une petite brouille entre les deux. Ok, parce que son père n'était pas ok pour que le fils le fasse. Voilà, exactement. Il était même pas au courant, quoi. Voilà, il y a eu une petite brouille entre les D'accord. deux pendant quelques temps. Après, il l'a un petit peu aidé après pour la suite, tout ce qui était Ah, ok. production et compagnie. Et finalement, il s'avère que ce film, Le Conte de Terre-Mère, eh ben, c'est forcément le plus mauvais film. Je ne sais pas pourquoi je dis forcément, mais vraiment, ce film, je trouve qu'il n'a pas grand-chose. Alors, il est sorti au ciné. Hein. Il est sorti en ciné, oui, 2007, à partir de là, à partir de Mononoke, ils sont tous sortis, à partir de 97, au cinéma, en France. Donc l'histoire, je trouve qu'elle tient pas debout. On sent qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose. On peut faire quelque chose de très grand avec cet univers. Et lui, il cantonne son histoire à ces personnages qui sont très vite réducteurs et un petit peu trop faciles. Et finalement, il ne l'explique pas plus que ça. On sent qu'on passe à côté de plein de choses. Après, en termes d'animation, de temps en temps, il nous fait des trucs vraiment très beaux. Moi, je dis que la fin est très belle. Il y a des petits élans d'animation qui sont vraiment bien. Propre à lui, sûrement, parce qu'on n'a jamais vu ça au studio. Mais non, il se limite très vite dans le rythme. À côté de ça, il y avait des trucs très bien, comme je vous ai dit. Et là, il va faire le prochain Donc c'est ça, film. c'est lui que tu as dit dans les news Voilà. qu'il allait faire Il va faire film le prochain film de l'été Donc c'est pas prochain. une très bonne nouvelle, en fait. Mais Vu que je c'est me dis apparemment le plus mauvais. Alors, le mec, il s'est quand même entouré de tous les ponts du studio Ghibli. Je pense qu'on a dû lui dire ses erreurs. Il ne peut que s'améliorer, tu vois. Et je me dis que si il s'améliore, il peut faire qu'un truc bien. Enfin, je veux dire, il va pas... Enfin, en même temps, c'est le fils d'un grand réalisateur. oui. Ah, Ça aussi, fait un peu fils à papa pistonné. très important, là, Qui n'a pas Miyazaki, forcément le talent de son père, quoi. Miyazaki le soutient à C'est ça, le fond dans le problème. projet. Hein. Ouais, bah, bon. Donc, il sera avec lui, pas à la réalisation, mais dans l'équipe. Hein. D'accord. Donc, moi, franchement, étrangement, si j'ai vraiment pas aimé un goût amer avec ce film, pas aimé Terre-Mère, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après, parce qu'il y a quand même matière. Et le dernier réalisateur, c'est Hiromasa Yonebayashi. Lui, il arrive en 2009, donc il nous crée Arrietty et le petit monde des chapardeurs. Donc juste pour présenter le réalisateur, puis après on va partir sur la critique, d'accord? Et donc, alors lui, c'était un animateur important du studio. Donc lui, il vient vraiment du studio même. Et c'est Miyazaki qui lui a proposé de faire le film. Donc nous, on est allé voir une avant-première où il était là. Et il nous expliquait comme ça, oui, du coup, je l'ai fait, c'est normal. Tu peux pas refuser de faire un film quand il y a Miyazaki qui arrive et qui te dit, est-ce que tu veux réaliser le prochain Ghibli? Et donc, il le réalise avec toute l'équipe, bien sûr, avec qui il a travaillé pendant les 10 dernières années. Et voilà, on passe maintenant
à la critique du dernier qui va sortir le 10 janvier, Arrietty. Alors je me suis trompé, Arrietty, le petit monde des chapardeurs sort en fait le 12 janvier. Là. Ah bah bravo, bravo. Mais Quel c'est quoi, professionnel. Non, mais attends. On va encore dire que tu sais pas parler, que tu te trompes sur les dates. Et qu'est-ce que tu vas dire aussi, hein? En fait, il est pas mort le mec. Non, Yone Bayashi n'est pas mort. il est vivant. Il n'y a pas longtemps. Non, c'est pas vrai. Alors l'histoire du film, c'est un jeune garçon en fait qui est malade, qui a une maladie cardiaque et qui va à la campagne chez sa grande tante pour se reposer avant son opération. Et il s'avère que dans cette grande baraque traditionnelle, il y a des petits êtres qui y vivent, donc c'est-à-dire des petits cafards. humains, des petits humains, donc qui ont la taille, c'est des mini-pousses. Voilà, c'est un peu Arrietty, c'est un petit peu le monde des mini-pousses façon Ghibli. En fait, l'histoire, elle n'est pas grandiose, c'est pas un Miyazaki, mais il y a énormément de sentiments qui y passent, et surtout, le gros intérêt, c'est un petit peu toutes les idées de proportion qu'on peut avoir entre ces petits et ces grands, justement. Tu vois, tout le vécu de ces chapardeurs, donc ces petits êtres, C'est pas vrai parce qu'ils volent, c'est ça? parce qu'ils vont, ils vont chaparder, pas voler, ils vont chaparder chaparder. dans la grande maison. Et justement, le parcours, par exemple, pour aller chaparder est assez exceptionnel parce qu'ils font carrément de la spéléologie, enfin de l'escalade, pour pouvoir passer d'un meuble à l'autre. Dans une cuisine, tout quoi, c'est ça, ouais. ouais. Et c'est vraiment merveilleux. Et c'est là-dessus que tout l'intérêt du film repose, en fait. On voit Après- cette découverte dans les yeux d'une toute petite personne. c'est ça. Exactement. À petite ouais. échelle, quoi. C'est ça, c'est ça. Et bon, c'est pas mal parce que du coup, tu revois tous les objets qui font ton quotidien d'une autre manière. Et c'est pas mal, hein, vraiment, c'est bien. Mais alors, est-ce qu'il y a une originalité dans ce film? Est-ce que c'est juste une copie de Miyazaki? Il y a des trucs en plus ou pas? Et ouais, il y a quelque chose qui est très très original, c'est la bande son. Le sexe, non, c'est pas vrai, non. Arrête de parler du sexe. Ok. Donc la bande son, effectivement, elle a été composée, donc tout l'OST, par Cécile Corbel, donc une Française qui fait des musiques celtiques. Et donc là, l'instrument principal, ça va être la harpe, tout le long du film. Et c'est Mais vraiment passionnant. bizarre. Cette fois, c'est pas, on connaît surtout Joe Hisaishi pour avoir composé la plupart de tous les Ghibli, donc c'est pas rien quoi. Et là, c'est Cécile Corbel qui arrive, qui fait quand même une bande son vraiment très bonne. Et surtout, elle est employée d'une manière radicalement différente de ce que pouvait faire Takahata ou Miyazaki, c'est-à-dire que là, il y a une surexploitation de la musique. Quand je dis surexploitation, c'est quand même pas mal, c'est vraiment bien, hein, parce qu'elle arrive à des moments où on n'avait pas l'habitude de la voir dans les autres films. En conclusion, est-ce que c'est un film qu'il faut conseiller Mais pas totalement. pas que des enfants? Est-ce que Mais les petits et les grands, allez le voir, c'est vraiment un grand film. Ou un petit film, ça dépend à quelle oui, taille tu veux. Bon allez, Romain, on y va. On va voir Ben au Manga Café pour sa rubrique spéciale top 5. top 5, 5? Top 5, ouais, c'est ça. Top 5, d'accord. Ouais. 5 mangas. Mais il a triché un petit peu, après il a pris plein de mangas dans une série, tout ça. D'accord, ok. On y Et va. il a raison. Donc nous voici au Manga Café pour cette émission spéciale, donc chronique spéciale de Ben. Ben, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va bien, il fait toujours aussi froid, mais ça va bien, il n'y a pas de souci. T'as toujours pas mis le chauffage? Non, c'est les économies, tu sais, période de Noël. Ouais. On est Voilà. ric-rac. Alors, donc tu vas nous présenter ton top 5 de Ouais. l'année cette fois. Ouais, bon, ce qui m'a le plus plu, voilà. Mm. Ok, donc on va commencer parce que je sais faire de mieux. Du manga bien pour adultes, bien complètement barré. Un bon seinen, quoi. Ah ouais, un bon seinen, mais encore. Ça, c'est seinen tranche de vie, c'est vraiment complètement dingue comme manga. Vraiment. Alors, tu vas voir, la couverture est très très laide. Voilà, faut l'avouer, hein, c'est moche. Très bon. Même les dessins, bah, c'est pas. C'est pas des grosses tueries. Ouais, exactement. Donc en fait. Mais c'est juste énorme comme manga. C'est moi ça me fait trop délirer. C'est l'histoire d'un père qui est vraiment, tu sais, un père bien
On dirait, il a une tête de gros yakuza, il fait 180 kilos, il est juste énorme, il est trop baraque, il a des cicatrices partout. Vraiment, c'est le bon gros tueur. Et en fait, on ne sait pas pourquoi, au début, on ne sait pas pourquoi. Et il a quitté sa famille et tout d'un coup, il revient dans sa famille. Sa famille était complètement à l'agonie. Il y avait sa fille qui était avec un chef de clan. Sa femme, elle arrivait à rien gérer. Et puis là, il arrive pour mettre un peu d'ordre dans sa famille. Ouais. Il va arriver, il va apprendre à son fils à être un homme enfin. Donc ça va pas être facile quand même. Il va rassurer sa fille, il va protéger sa fille. Mais bon, il parle pas trop. Hein. La seule fois où il parle, c'est ramène-moi du saké. Enfin, c'est le bon gros tueur. Et bon, derrière, tu vois qu'il a un grand cœur, etc. Mais c'est juste génial. Voilà, tu sais pas trop où ça va aller, tu comprends pas trop le sens au début de la série, mais en fait c'est une série sur les valeurs de père, les valeurs de famille, etc. Bon, Ce que les Japonais savent faire le mieux généralement. Exactement. Bon là c'est fait à travers d'un homme un peu bourru, tu sais, un peu brut de décoffrage, c'est vraiment ouais, je pense que sur les 2 tomes, parce qu'il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant, je pense que sur les 2 tomes il doit avoir 5 répliques, en tout et pour tout, voilà. C'est quoi? C'est surtout par des actes, il les met dans des situations voilà, pour les. Et puis, il les sauve, bon, sans trop prendre la parole, il sauve tout le monde, il arrive à rassurer sa famille, etc. Enfin, les gens, dès qu'il arrive, ils commencent à prendre exemple sur lui, et là, tout de suite, ça va mieux. On a l'impression que c'est un gros yakuza, mais en fait, c'est un homme bon, un homme gentil, etc. Mais juste, voilà quoi. Alors moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des scènes dans les bains apparemment. Ah ouais, il y a des scènes. On voit des pénis ou beaucoup de poils d'ailleurs. Ouais, c'est très rare pour les Japonais. Il est très poilu. C'est très drôle. Et ouais, non, voilà quoi. Lui, il a pas peur de se mettre. Tout le monde le regarde quand il arrive dans le bain parce qu'il est énorme par rapport aux autres. Enfin, voilà, il a une bonne tête de. Et ouais, j'aime bien les dessins. Moi j'aime bien les dessins où ils accentuent énormément les visages et tout ça. Bah, alors là, beaucoup d'expressions, c'est bien ça. Là, tu es à fond hein, dans l'expression, dans l'accentuation. Donc, titre percutant, Mon Vieux. Voilà, exactement. Il y en a 2 qui sont sortis, tu le conseilles énormément. Je le conseille. Ton deuxième top. Bon, on va de partir sur un truc un petit peu plus un peu plus dans les sentiers quand même, parce que là c'était vraiment très spécifique. Donc, Deadman Wonderland, qui est très bien aussi. Vraiment. Alors, c'est fantastique, aventure, action, un petit peu adulte quand même. Et c'est vraiment bien. En fait, c'est l'histoire. C'est un jeune homme qui au début l'histoire commence dans sa classe et en fait toute sa classe se fait exterminer. Il est le seul survivant par un homme en rouge qui, on ne sait pas comment il arrive à tuer tout le monde d'un coup de pouvoir. Voilà. Tout le monde meurt, il est seul survivant et donc il va être inculpé d'homicide de toute sa classe parce que ça peut être que lui. Et donc il va arriver dans une prison assez spéciale qui est la Deadman Wonderland. En fait, ça se passe dans un Tokyo du futur où il y a eu un grand séisme qui a fait que Tokyo est un peu détruit. En fait, ils ont construit une prison un peu parc d'attractions, un peu comme Disneyland, la prison Disneyland, voilà, où les détenus font des attractions pour plaire au public. Les gens viennent visiter la prison. Enfin, ils font des attractions, ils s'entretuent pour survivre dans la prison, mais les gens viennent voir le spectacle, un peu comme les gladiateurs à l'époque, etc. Et c'est complètement barré aussi. C'est dans leur monde. Bah c'est bien déjà, c'est vraiment bien. C'est quoi? C'est vraiment de l'action pure? Ouais, c'est que des combats où ils sont c'est pas mal de combats, mais t'as un côté un peu derrière, un côté. Bon, lui, il va chercher à comprendre la vérité, donc tu te rends compte que lui aussi il a un pouvoir. On l'a pas ramené dans cette prison par hasard, tout ça c'est une grande machination pour qu'il arrive dans la prison parce qu'il a un certain pouvoir, et etc. Donc il y a une grosse histoire derrière, mais c'est vraiment bien quoi. Et à l'intérieur, il va rencontrer une fille. Parce que le héros est jamais seul, donc il va commencer à se faire des compagnons, donc il va rencontrer une fille qui elle est complètement barrée, elle aussi elle a une double personnalité. C'est une prisonnière aussi hein. C'est une prisonnière aussi, mais un peu spéciale parce qu'elle arrive à se balader dans tous les couloirs malgré le fait qu'elle soit... C'est une prison spéciale parce que les prisonniers ils sont assez libres à l'intérieur. Mais bon, ils font des combats, et puis celui qui perd le combat, il a une genre de roue de la fortune, et ça tombe ou sur son œil ou son bras, et on lui ampute son bras ou son œil, c'est en fonction de ce que ça tourne, etc. Et c'est vraiment pas mal, quoi. C'est assez dérangeant comme série. Les personnages, donc, toujours attachants aussi. Alors, on est au tome 2, c'est ça? Il y en a pas On est au plus tome 3 vient de sortir, ouais. La jeune fille est très attachante, lui, c'est le héros de base à la base, donc il comprend pas trop ce qui va lui arriver, mais bon, il a une grosse force de caractère, il
il a quand même quelque chose au fond de lui qui va faire que c'est un héros. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, donc. Deadman Wonderland. À conseiller. À conseiller, ouais. Pas entre toutes tes mains, c'est quand même pas pour les enfants de 12-13 ans, ça reste un public, même si c'est du shonen, entre shonen et seinen, mais c'est un public assez mature, je pense, à partir de 15-16 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Plutôt pas mal. Filles, garçons, sans problème. Le contexte, je pense qu'il Ouais. suggère quelques traumas déjà. Voilà, c'est ça, 15-16 ans, c'est bien. Donc alors, ton suivant. Alors, on va faire quelque chose que je t'avais déjà présenté, Bakuman. Bah, c'est toujours aussi génial, mais c'est vraiment top, quoi. On est à combien de tomes là? On est à 4 tomes. Ok. Voilà, on attend le 5e début janvier, là, mais on est à 4 tomes pour l'instant, et c'est toujours aussi bien. Bon, ça a un peu évolué, moi je t'avais présenté le tome 1, donc tu vois l'évolution des personnages, il y a des disputes entre eux, ils ont des intérêts un peu divergents, l'histoire évolue, ils commencent à se faire un certain nom, ils vont peut-être bientôt être publiés, etc. Ils commencent à gagner des concours, à participer à des concours, des fois ils gagnent, des fois ils perdent. Et bon, c'est l'auteur et le scénariste de Death Note, voilà, donc le dessin est toujours aussi magnifique, c'est vraiment bien dessiné et c'est vraiment très pointu en fait. Il te parle en fait il t'explique comment faire un manga dont les Némus, tu sais, les Némus, hein, c'est quand tu fais une histoire, tu dessines en fait, c'est des croquis que tu présentes à ton directeur éditorial et qui va te dire ça a l'air bien, vas-y tu peux le dessiner bien, etc. Donc il te parle de Némus, il te présente les Némus originaux qu'ils ont fait pour faire la série. T'as pas mal de petits trucs, des techniques de dessin, en fonction des feuilles, les stylos à utiliser, les Donc crayons. tu vois le manga dans le manga en fait. Exactement, ouais, et c'est bien. Donc c'est minutieux, il te décrit toutes les étapes de la Voilà, création. pour quelqu'un qui veut bien comprendre le monde du manga, c'est vraiment très très pointu. Et je sais qu'il y avait une histoire d'amour. il y a une Est-ce qu'elle histoire évolue d'amour, celle-là? elle continue à évoluer, elle est toujours présente, c'est toujours la trame de fond, il est toujours amoureux d'une fille qui elle veut devenir doubleuse de... Enfin, c'est une série d'otaku, hein, il y a pas à dire, c'est une vraie série d'otaku, mais elle est bien faite, elle est bien scénarisée, elle est bien dessinée. Ça évolue vite, hein. Ça évolue, voilà, c'est vraiment très bien. Ok, bon bah Bakuman. Bakuman, c'est top. L'incontournable, il y a même un anime qui fait parler de lui en ce moment. Ça aide d'abord un anime pour relancer une série. Bon, la série là, elle avait pas besoin d'anime, mais ça aide quand même pour faire connaître. Bien sûr. Et donc ton dernier. Ah non, il me reste 2. Ah, oh là là, t'as été gourmand, autant pour moi. Ah non, mais je croyais que t'allais en faire 5, c'est pour ça. J'allais en faire 5, là, on est à 3. On est à 3. Oh là, parce que je calcule mal, parce qu'il y ça avait va 2 pas, tomes ça. des Bon, on va faire quelque chose que Wonderland. j'ai moins l'habitude du shoujo. Attendez, mais là va pas. l'image te fige. Ben avec un shoujo dans la main. En plus, c'est du shoujo que je lis, je suis à jour, il y en a 10, je suis à 10. Dès qu'ils sortent, je me jette dessus. Voilà, donc ils ont sorti pour Noël, donc c'est ceux qui sont en retard pour les cadeaux. Vous avez les coffrets 1 à 5 et coffret 6 à 10. Donc c'est très bien. Donc l'histoire C'est pas la fin, hein, le 10. Non, ça continue, ça continue. Donc, Switch Girl. Switch Girl, en fait l'histoire est assez drôle, c'est une jeune fille qui quand elle est en classe, c'est la plus belle, c'est la plus intelligente, c'est la fille parfaite qui est jalousée par toutes ses copines, qui est la chef de bande, etc. Tous les garçons veulent sortir avec elle et tout ça. Ça c'est son mode on. Mais son mode off, en fait, dès qu'elle est chez elle, elle est en pyjama, elle est dégueulasse, elle rote, elle pète, elle mange avec les mains. Enfin, c'est une fille classique, quoi. Une fille classique. Voilà, les demoiselles, vous pétez, vous rôtez à la baraque, c'est cool, vous êtes en pyjama en train de vous gratter les fesses. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est la fille de nos jours qui est pas forcément idéalisée, truc. Et c'est très drôle parce qu'en fait, elle va tomber amoureuse d'un garçon qui, elle, va l'avoir sous son mode off. Et qui va vouloir qu'elle prenne un peu plus sur elle pour être de temps en temps en mode off et pas toujours être dans le paraître. Et c'est très très drôle, mais c'est plein de petits problèmes de tous les jours, voilà. C'est une suite de petites histoires, il n'y a pas vraiment de trame de fond. Enfin, il y en a une, l'évolution de la série, de la relation avec ce garçon. Ils vont vite être ensemble, mais bon, il y aura des inconvénients, etc. Donc tu as une trame de fond, mais c'est une succession d'histoires courtes. Et c'est très drôle. Okay, ça tient quand même en haleine, le fait que tu aies que des petites histoires qui s'arrêtent à chaque fois. Ouais, parce que en fait, comme tu te marres vraiment bien tout le tome, tu te dis que le prochain, ça va être pareil. Et c'est un bon moment à passer chaque tome. Ouais, c'est un bon moment. L'avantage et les inconvénients du shoujo. Avantage, c'est tu lis pas en 10 minutes, quoi, tu mets 1h30.
Ça parle beaucoup. Ouais, ça parle énormément, quoi. Donc, tu mets une bonne heure à finir ton tome. Donc, quand c'est drôle comme ça passe très bien. C'est cool. Bon, les dessins, c'est vraiment du shoujo à l'état pur. T'as énormément de parlotte Et pas beaucoup de décors. et pas beaucoup de décors. T'as des petites étoiles en décor, des trucs comme ça. Ouais, ça Donc, comble pas mal. voilà, ouais. Surtout Mais, axé sur les yeux, les expressions des yeux. expression du visage, beaucoup de sentiments, mais c'est beaucoup moins dans l'action, quoi. Donc, bon, certaines fois, c'est bien fait. Donc, Sweet Girl, c'est vraiment très très bien fait. Et un garçon de base qui a du mal à commencer le shoujo, il peut commencer par ça, ouais. Moi, dès qu'un garçon me dit j'aimerais bien sortir un peu du shonen, du seinen, lire quelque chose, parce que voilà, lire un peu un shoujo, il y en a deux que moi je conseille, c'est Sweet Girl et Host Club, c'est vraiment très bien. Oui, Ouais, Sweet Girl est vraiment bien. Ok, Switch Girl. Donc, pour ceux qui veulent se marrer un bon coup. Et le dernier, la couverture est super, moi je trouve ça magnifique comme couverture, Ascension. Donc on connaissait déjà l'auteur qui avait fait un très très bon manga, mais super drôle, qui était Né pour cogner, où c'était, bon, tu peux le couper, mais en fait c'était un garçon qui était complexé parce qu'il avait il avait un trop gros sexe, et puis il est complexé, mais c'était énorme, il se battait. C'est le genre de pitch qui mérite, tu sais, les Oscars. On fait un film comme ça, c'est Oscar. Ah ouais, non, il était juste énorme comme série, mais c'était des bastons à l'état pur. Ouais. Et là, Ascension, en fait, ça change de scénario. Donc c'est l'auteur de Né pour cogner qui se lance dans une nouvelle série. C'est un garçon, un jeune homme très solitaire, très dans son monde, qui parle pas aux autres, etc., qui arrive dans un nouveau lycée et qui va petit à petit être amené à faire de l'escalade. Voilà. Et donc il va découvrir. Donc au début, il est très talentueux. Il a aucune technique. Il a vraiment un don pour l'escalade. Donc il va se confronter à des gens qui ont beaucoup de pratiques derrière eux, etc. Et petit à petit, il va apprendre l'escalade. Donc en fait, c'est son professeur principal qui essaye de l'intégrer un peu en lui apprenant l'escalade. Donc ça va pas être de tout repos parce qu'il n'a pas de technique, et puis il est solitaire, donc il écoute pas trop les conseils des autres, etc. Il a un peu... C'est surtout de la force au début qu'il utilise. Voilà, c'est ça, c'est un talent inné, c'est vraiment un prodige de l'escalade, il est fort, il a vraiment ça dans le sang, mais il a aucune technique, aucune maîtrise. Il faut savoir qu'ils t'apprennent que l'escalade, si t'as pas un minimum de technique, même si t'es très talentueux, c'est super dangereux, voilà. Il manque plusieurs fois de mourir au début, etc. Et c'est beau comme manga, c'est vraiment très sympa. Les dessins sont pas mal. Ouais. Est-ce qu'il t'explique un peu les techniques d'équilibre, Ouais, les nœuds et tout ça? Exactement, c'est très 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 poussé là-dessus. Et c'est un des côtés qui est bien, c'est il t'explique toutes les techniques. À la fin du tome, ils utilisent le jargon de l'escalade, donc très technique. Et sur les deux premiers tomes qui sont sortis, tu as un lexique à la fin qui te remet ça dans un contexte escalade, que c'est des techniques officielles, etc., etc. C'est très bien ça. Et c'est vraiment, vraiment un bon manga. Tu vas découvrir un univers que tu connaissais pas du tout. Un univers vraiment qui est propre aux escaladeurs. Et c'est pas mal, quoi. Ça démocratise un peu l'escalade et c'est plutôt pas mal. Du coup, il fait en salle, j'imagine. Au début, en salle, exactement. Et il va vouloir se lancer dans d'escalade. En plus, en solo, il va vouloir. Donc, il va être déconseillé par son prof. C'est très dangereux, etc. T'es trop jeune pour ça. Bon, lui, comme en plus, c'est un mec qui a jamais éprouvé de sensations de sa vie, et là, grâce à l'escalade, il va commencer à éprouver des sensations, donc il va aller le plus loin, le plus vite, le plus fort pour comprendre qu'est-ce que c'est ces sensations, et c'est vraiment bien. Bah écoute, ça me tente énormément, donc Ascension. Tu sais, je vais te raconter ma vie, mais j'ai fait de l'escalade pendant 5 ans, et donc ça me touche beaucoup qu'un manga ait abordé ce thème, quoi. Bah là, je pense que encore plus si t'es technique, si tu connais un petit peu dans la technique, tu vas découvrir, tu vas trouver que le manga est vraiment bien fait, quoi. Ok, bah merci. Là, c'est un petit peu plus hétéroclite comme. Ouais, un petit peu, ouais, j'ai essayé. Il y avait même un shoujo, donc franchement, je te félicite. Écoute, bah je te remercie encore. Ça m'a donné des idées, c'est ça. Alors, nouvelle résolution, là, tu vas te mettre un petit peu plus au shoujo, non? Je vais essayer, ouais, les petits shoujo de 12-13 ans, je vais lire ça cette année. Ok, bon bah. J'ai arrêté Seinen, je passe au T'arrêtes shoujo. tout, voilà, Ouais, je passe au shoujo et au yaoi après. Ouais. Alors, tu vas nous présenter du Peut-être, ouais, dans 2-3 ans, 5 ans, 20 ans. Ouais. Donc pas tout de suite quand même. Pas tout de suite, Quand même une marge de main d'œuvre. un petit Ok, peu. bah en tout cas, merci beaucoup. Bah, et puis avec bon, bah plaisir, passe et puis, de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis bonne année à tout le monde. Ouais, bonne année, Voilà. effectivement. Bien, encore merci Ben pour cette sélection. Moi, c'est Ascension qui m'intéresse vraiment. Avec faire de l'escalade. Faire de l'escalade, ouais, ça me donnait envie d'en refaire.
Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu, surtout la rubrique Ghibli. Hein. J'espère qu'elle vous a appris des choses ou qu'elle vous a au moins donné envie de voir d'autres films. En tout cas, je vous conseille vraiment de découvrir tous ces films parce que c'est assez génial. Car tout est disponible en import, au moins. Oui, n'importe. On a des très belles éditions DVD. Blu-ray, pognon. Blu-ray, c'est qu'en import. Mais effectivement, les Blu-ray arrivent hein, progressivement, pas en France pour l'instant, mais à l'étranger. Et on n'a pas bien sûr en France les deux films, Si tu tends l'oreille et Je peux entendre l'océan. D'accord, c'est Malheureusement. import. Donc foncez dessus obligatoirement. Et surtout, laissez vos commentaires, dites ce que vous pensez de l'émission, mais aussi lâchez-vous sur le studio Ghibli. Donc ça sera bien sûr sur Twitter, vous pouvez laisser les commentaires sur le site Cinefuzz, aussi sur le forum de No Watch et sur iTunes. Ouais, Tu veux dire quoi j'étais juste pour dire, au niveau des commentaires sur iTunes, vous pouvez aussi nous noter hein, sur iTunes, il n'y a pas de problème. Mais on vous écoute. Hein, parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires de gens qui disaient oui, vous vous en foutez de ce qu'on pense. Non, pas du tout. On vous écoute et justement on prend compte de tous les trucs, même si on est une émission qui est à la base amateur ou semi-pro, qu'on fait ça dans nos loisirs, on vous écoute bien. On l'a pas dit la dernière fois parce qu'on avait tourné un épisode avant les commentaires qu'il y a pu avoir, mais la personne qui avait dit ça, c'était plus pour dire, on écoute et il n'y a pas de problème. Quoi. Et surtout, plus encore, hein, les commentaires, finalement, c'est quoi? C'est notre cam. On en a besoin. C'est notre argent, parce que comme on n'est pas payé... Non, c'est vrai, non, c'est notre drogue. On aime bien vos commentaires, qu'ils soient mauvais ou pas, mais les bons surtout, hein, ils sont bien. Et donc, n'hésitez pas, et je vous dis à dans 2 semaines. D'ici là, bonne anime. She